Peu de noms sont gravés à jamais dans l'histoire, mais Giacomo Girolamo Casanova n'était pas un homme comme les autres. Né dans la capitale hédoniste du monde, Casanova a parcouru l'Europe pendant des décennies, semant le souvenir de son nom partout où il allait. Si ses escapades enjouées sont devenues légendaires, une obscurité glaçante planait pourtant sur ce personnage débauché. Jeune homme, un ami avait prévenu Casanova qu'il finirait par payer le prix de son mode de vie dépravé. Casanova s'en était moqué, ignorant que les paroles de son ami se vérifieraient de la manière la plus macabre qui soit, et nous y reviendrons un peu plus tard. Quiconque connaît un acteur vous le dira, ce sont des êtres à part. Il n'est donc pas surprenant que les parents du célèbre Casanova aient gagné leur vie sur scène. Gaetano Casanova et Zanetta Ferrucci eurent 6 enfants, Giacomo étant l'aîné. Bien que Casanova ait voyagé partout en Europe, son nom est resté synonyme d'une seule ville, Venise. Et il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui. Tandis que Paris était élégante et romantique, Venise n'avait qu'un seul mot d'ordre, la fête. Bien que la classe dirigeante fût en réalité assez prude et conservatrice, elle tolérait les vices de sa ville et en tirait des profits considérables. Venise était la capitale du plaisir en Europe, et de jeunes hommes de tout le continent s'y rendaient en pèlerinage pour faire la fête, jouer et visiter les célèbres maisons closes de la ville. C'est dans cette fournaise de débauche et de péché que Casanova vit le jour. Une enfance dans l'ombre. Bien que Casanova eût une famille nombreuse, ce ne fut pas vraiment une famille heureuse. Ses parents s'intéressaient bien plus au glamour de la scène qu'à l'éducation. Ils confièrent Casanova à sa grand-mère tandis qu'il parcourait l'Europe. Si vous voyez l'homme coureur de jupons, joueur et dégénéré que Casanova est devenu, vous pourriez penser, ce type n'a probablement pas eu une figure paternelle forte dans sa vie. Eh bien, vous auriez raison. Son père l'abandonna pour la route, puis mourut quand Casanova n'avait que 8 ans. Ensuite, comme si le jeune garnement n'avait pas assez de problèmes, il commença à souffrir de saignements de nez chroniques. Mais ne vous inquiétez pas, sa grand-mère avait un plan sinistre pour le guérir. Elle l'emmena à travers le labyrinthe des canaux jusqu'à une petite hutte. À peine un enfant, il entra pour trouver une vieille femme desséchée assise sur une paillasse. Elle tenait un chat noir dans ses mains, et une demi-douzaine d'autres erraient dans la petite pièce. La sorcière exécuta une incantation mystérieuse sur Casanova avant d'appliquer une pommade piquante sur son nez. Elle promit que ses saignements de nez ne le tourmenteraient plus. Le garçon et sa grand-mère repartirent émerveillés. Est-ce que cela importait que ses saignements de nez revinssent presque immédiatement? Pour Casanova, non. Il se fichait que le sort de la sorcière n'ait pas fonctionné, il était complètement fasciné par elle. C'est ainsi que commença son obsession à vie pour la magie et l'occultisme, quelque chose qui allait lui causer d'innombrables ennuis. Peu de temps après, un médecin pensa que l'air dense de Venise était la cause de ses saignements de nez. Sa famille l'envoya donc dans un pensionnat sur le continent, à Padoue. Sa mère l'avait abandonné pour la route, maintenant, elle l'avait en fait mis à la porte de la maison. Casanova ne l'oublia jamais, incapable de cacher son amertume même dans ses mémoires écrites des décennies plus tard. Les conditions horribles du pensionnat n'aidèrent certainement pas Casanova était malheureux de quitter sa Venise bien-aimée pour un pensionnat sur le continent. Il le fut encore plus à son arrivée en voyant le bâtiment sordide qui devait être sa nouvelle demeure. Un jeune prodige et ses premiers vices. Mais voici le truc avec Giacomo Casanova, quand les choses se compliquaient, il trouvait un moyen de s'en sortir par le verbe. Ses parents avaient engagé un homme nommé Abbé Gazzi comme tuteur à Padoue. Casanova supplia Gazzi de le prendre chez lui, et l'homme succomba à son charme, corps et âme. La maison de Gazzi n'était pas un palais, mais elle était bien meilleure que le pensionnat. C'est aussi là que Casanova découvrit son plus grand vice. Sous la garde de Gazzi, bien qu'il n'eût que 11 ans, Casanova eut sa première expérience avec une femme. Dans ses mémoires, Casanova se souvint de la jeune sœur de Gazzi, Bettina, le caressant alors qu'il n'était qu'un garçon. Il repensa plus tard à ce jour avec délice, et cela forma une obsession pour Bettina qui dura toute sa vie. Cependant, cela pourrait aussi aider à expliquer les impulsions sinistres qui planent sur l'héritage complexe de Casanova comme un nuage d'orage, mais celles-ci viendront plus tard. Pour l'instant, les tuteurs de Casanova firent de leur mieux pour faire de ce jeune homme un citoyen honnête et respectable. Il est clair qu'ils échouèrent lamentablement. Quiconque connaissait le jeune Casanova réalisa rapidement qu'il était brillant. Gazzi le fit entrer à l'université de Padoue à 12 ans, et il en sortit diplômé à 17 ans avec un diplôme en droit.
sa famille et Gazi espéraient tous deux qu'il était destiné à une belle vie respectable en tant qu'avocat ecclésiastique. Il en avait certainement l'intelligence. Mais il y a une raison pour laquelle vous ne pensez pas à « avocat » quand vous entendez le nom Casanova. Le gamin était intelligent, mais il apprit deux choses importantes à l'université. 1. Il détestait absolument le droit. 2. Il adorait le jeu. Aucune des deux ne l'aida beaucoup en grandissant. Les jeux de hasard de Casanova à l'école devinrent si graves que sa grand-mère dut le ramener à Venise pour l'éloigner de l'influence négative de ses camarades et de son addiction. Cette addiction le ferait passer de la misère à la richesse, encore et encore, tout au long de sa vie. Le sérail vénitien et les premières conquêtes. Alors, qu'est-ce qui vint en premier? Adolescent, Casanova trouva du travail comme clerc de notaire à Venise tout en terminant ses études. Il devenait aussi un jeune homme avec un goût prononcé pour les bonnes choses de la vie. Vous ne l'auriez certainement pas manqué dans les rues avec sa grande taille, ses traits séduisants et ses cheveux longs. Même adolescent, Casanova était le genre de personne que l'on remarquait. Et heureusement pour lui, certaines de ces personnes avaient des poches sérieusement profondes. Si Casanova excellait dans un domaine, c'était bien celui de se faire donner de l'argent. Il commença lors de son deuxième séjour à Venise, en s'attirant les faveurs d'un riche mécène, un sénateur âgé nommé Alvise Gasparo Malipiero. Malipiero vivait dans l'un des plus beaux palais de la ville B à Venise, c'était tout dire. Malipiero finança de nombreuses premières aventures de Casanova. Casanova fascinait le vieil homme et l'aida à enseigner à ce libertin en herbe la haute société. Casanova devint versé dans les spiritueux fins, la cuisine gastronomique et le réseau complexe de manières et de comportements attendus dans l'élite vénitienne. Pourtant, bien sûr, puisque nous parlons de Casanova, il réussit à tout gâcher de la manière la plus scandaleuse possible. Le sénateur surprit Casanova en train de flirter avec une actrice qu'il avait lui-même en ligne de mire, et il péta les plombs. Il les chassa tous les deux de son palais, et ainsi, Casanova avait perdu sa poule aux œufs d'or. Il n'avait même pas couché avec la favorite de son mécène, car il était encore vierge à ce moment-là. Mais vous savez quoi? Cela allait changer. Casanova perdit sa virginité de la manière la plus casanovienne imaginable. Sa première expérience physique avec une femme fut avec deux femmes, et elles étaient sœurs. Des années plus tard, Casanova écrivit que son expérience avec ses deux sœurs le convainquit que son but dans la vie était de coucher avec le plus de femmes possible. Carrières éphémères et l'évasion de prison. Mais attendez, n'était-il pas techniquement un clerc? Ces deux choses ne sont-elles pas un peu incompatibles? Être clerc était peut-être la pire profession possible pour Casanova. La deuxième pire? Probablement officier militaire. Pourtant, il tenta sa chance. Cependant, il ne s'engagea pas par patriotisme ou courage. Non, il aimait juste les uniformes. Il finit stationné à Corfou, mais les seuls moments qu'il n'exécrait pas étaient ceux où il jouait son salaire aux cartes avec ses camarades officiers. Très vite, il n'en put plus. Il déserta purement et simplement son poste et retourna à Venise. Il avait même une idée pour une nouvelle voie professionnelle, une qui était bien plus à son goût. Non, Casanova n'avait pas l'intention de devenir gigolo. Il voulait être un joueur professionnel. Il n'y avait qu'un seul problème, il s'avéra que le type ne pouvait pas gagner un pari pour sauver sa vie. À son retour à Venise, il perdit presque instantanément tout l'argent qu'il avait économisé. Mais Casanova n'a jamais gagné son argent en jouant, il le gagnait en courtisant de vieux hommes riches. Et c'est exactement ce qu'il fit ensuite. Il renoua avec un ancien mécène, qui l'aida même à trouver un nouveau travail. Le monde du spectacle était dans son sang, alors après 3 carrières ratées, 4 si l'on compte le jeu, Casanova décida de tenter sa chance. Il commença à jouer du violon, mais ne l'imaginait pas comme une rockstar. Il y a une chose que les musiciens de l'époque de Casanova avaient en commun avec ceux d'aujourd'hui, ils aimaient faire la fête. Mais l'alcool et les femmes n'étaient qu'une partie de l'équation. N'oublions pas les farces, les méfaits et la joie de vivre qui était le nom du jeu pour Casanova à ce stade de sa vie. Ce qu'il fit ensuite dut le surprendre lui-même. Casanova se retrouva dans une gondole avec un autre riche sénateur. Soudain, le désastre frappa, l'homme fut victime d'une attaque et s'effondra. Les médecins firent de leur mieux, mais le sénateur semblait aux portes de la mort. C'est alors que Casanova passa à l'action. Il commença à donner des ordres.
Savait-il ce qu'il faisait? Pas vraiment, mais même jeune, Casanova savait projeter la confiance, alors les hommes l'écoutèrent. Puis, à la surprise générale, le sénateur se rétablit. Le sénateur l'invita chez lui et devint son mécène à vie. Le pauvre vieil homme n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Puis, une nouvelle accusation glaçante fut portée contre Casanova. Une jeune femme se rendit auprès des autorités locales et l'accusa d'une rencontre non consensuelle. Selon la version de Casanova, l'accusation faisait partie d'une escroquerie qu'elle lui montait. Les autorités prirent certainement l'accusation très au sérieux, et Casanova s'enfuit de Venise. Jusque-là, presque toutes les liaisons de Casanova avaient été éphémères. Quand il s'enfuit à Parme, il trouva la dernière chose à laquelle il s'attendait, une femme qui le rendit fou. Une Française que nous ne connaissons que sous le nom d'Henriette devint le grand amour de sa vie. Elle était belle, brillante et cultivée. Pour la première fois, Casanova rencontra une femme qu'il jugea supérieure. Comment savons-nous qu'Henriette était intelligente? Elle vit clair dans les masques de Casanova et le voyait comme le débauché qu'il était. Bien qu'elle se soit amusée avec lui, elle réalisa qu'il n'était pas un homme avec qui s'installer. Elle n'allait pas finir dans la pauvreté, attachée à un joueur dégénéré. Elle fréquenta Casanova en secret pendant un certain temps, puis le laissa tomber comme une pierre. Pour Casanova, ce fut le point le plus bas de sa vie. Mais ne vous inquiétez pas, il pouvait tomber bien plus bas. La franc-maçonnerie et l'échappée grande. Après avoir traîné à Venise pendant un certain temps, il économisa suffisamment d'argent pour entreprendre un grand tour d'Europe. Finalement, Casanova arriva en France où il s'engagea rapidement sur une nouvelle voie sombre. À Lyon, Casanova découvrit la franc-maçonnerie. Il aimait toujours l'occultisme, depuis cette sorcière de son enfance. Il aimait aussi les personnes riches et puissantes qu'il pouvait duper pour leur soutirer de l'argent. Les francs-maçons étaient pleins de l'un et de l'autre. Il gravit rapidement les échelons et devint maître maçon. Les maçons aidèrent Casanova à infiltrer les plus hautes sphères de la société française, tout comme il l'avait fait chez lui. Casanova resta en France pendant 2 ans, où il continua à vivre aux dépens de riches mécènes. Mais au cas où vous n'auriez pas fait attention, tant que Casanova avait de l'argent pour faire la fête, il allait franchir la ligne tôt ou tard. Une fois les 2 ans écoulés, les autorités parisiennes le connaissaient bien et d'innombrables plaintes y veillaient. Elles attendaient juste une occasion d'enfermer le libertin lascif. Casanova s'enfuit de Paris, la police à ses trousses. Ensuite, Casanova retrouva sa mère, son frère et sa sœur à Dresde. Mais la vie à Dresde était trop ennuyeuse pour Casanova. Les canaux sensuels de Venise le rappelaient, et contre son meilleur jugement, il les écouta. Casanova réussit à retourner à Venise avec un casier vierge, mais il le salit rapidement à nouveau, blasphème, obscénité, adultère, bagarre. Le dossier de Casanova auprès des forces de l'ordre s'allongeait de jour en jour. Très vite, les autorités tentèrent de le faire disparaître des rues une fois pour toutes. Les autorités vénitiennes pouvaient en supporter beaucoup, mais Casanova, l'occultiste, le coureur de jupons, le franc-maçon prédateur, atteignit leurs limites. Elles engagèrent un espion d'État pour déterrer des informations compromettantes à son sujet. Évidemment, l'homme n'eut pas à chercher très loin. La remarquable série d'évasions de la loi de Casanova était sur le point de prendre fin. Casanova fut emprisonné pour la première fois à 30 ans. C'est ça, tout ce que nous avons couvert ici s'est déroulé avant ses 30 ans. Les autorités l'accusèrent d'affront à la religion et à la décence commune, citant ses outrages publics comme preuve. Ils l'enfermèrent dans le palais des Doges en attendant sa sentence. Il s'assit et pria pour que l'un de ses nombreux amis riches vienne le sauver. Ils ne le firent pas. 5 ans d'emprisonnement pour un homme comme Casanova, c'était une éternité. Quelle vie d'aventurier serait complète sans une évasion de prison audacieuse? Casanova utilisa une barre de fer pour creuser un trou dans le sol de sa cellule, planifiant son évasion pendant des semaines. Juste avant qu'il ne puisse s'échapper, les gardes le déplacèrent dans une nouvelle cellule, ruinant son plan. Il s'adapta. Il s'adapta en faisant passer la barre, s'échappant avec un autre détenu par le plafond. Ils commandèrent ensuite une gondole et prirent la poudre d'escampette. Contraint de fuir Venise pour la 2e fois, Casanova retourna à Paris. Là, il prépara son plus grand stratagème à ce jour. Le retour à Paris et la chute. À Paris,
Casanova contribua à fonder la toute première loterie d'État. Le plan était brillant. Vendeur accompli, Casanova vendit d'innombrables billets. Une partie de l'argent allait aux gagnants, une autre à l'État, et Casanova recevait le reste. Non seulement cela le rendit à nouveau riche, mais le gouvernement avait désormais toutes les raisons de fermer les yeux sur ces scandales constants, tant qu'il rapportait de l'argent. Une fois de plus, Casanova menait la grande vie, et une fois de plus, il ne put s'empêcher de tout gâcher. Il se retrouva derrière les barreaux pour dette de jeu. Il ne resta enfermé que 4 jours, mais une fois sorti, il apprit que son plus puissant mécène s'était brouillé avec le roi Louis XV. Casanova était à court d'argent et de faveur, et ses ennemis sentaient le sang dans l'eau. Paris était trop dangereuse, et comme il ne voulait pas finir dans une autre cellule sombre infestée de puces, il déguerpit. Il vendit tous ses biens et s'enfuit en Allemagne. Là, il perdit cet argent et s'enfuit en Suisse avant que les autorités ne le rattrapent. En Suisse, Casanova envisagea même de devenir, tenez-vous bien, un moine. Mais il retomba finalement dans ses vieilles habitudes de coureur de jupons et abandonna tous ses projets de vie monastique. Casanova retourna à Paris, déterminé à se faire discret, mais il ne put s'en empêcher. Il convainquit l'une de ses mécènes, la vieille marquise du Rumilly, qu'il pouvait utiliser les arts sombres pour la transformer en jeune homme. Je ne suis pas certain de ce qu'il pensait, mais finalement, la marquise ne se transforma pas en jeune homme, et elle perdit toute confiance en lui. Elle le coupa les vivres, et soudain, sans son argent, Paris perdit de son attrait. Prochaine étape, Londres. Étant l'un des rares endroits en Europe qu'il n'avait pas hanté, Casanova mit les voiles pour l'Angleterre en 1763, espérant y monter son arnaque à la loterie. Il courait toujours les femmes avec le même acharnement qu'avant, mais il ne parlait pas anglais. Il élabora donc un plan plutôt troublant pour satisfaire ses besoins. Puisqu'il ne pouvait pas user de son bagout pour séduire les femmes, Casanova essaya autre chose. Il publia une annonce dans le journal local pour louer son appartement. Quand une jeune femme arrivait pour se renseigner, il la séduisait. Selon ses mémoires, il trouva de nombreuses amantes de cette manière, y compris mademoiselle Pauline, l'une de ses liaisons les plus passionnées depuis Henriette. Mais si, comme toujours, ses mémoires dépeignent ses aventures comme des liaisons hédonistes et consensuelles, je ne suis sans doute pas le seul à penser que l'homme qui attire des femmes dans son appartement sous de faux prétextes pour les séduire pourrait ne pas dire T. Outre la vérité. Le crépuscule d'une vie et les révélations sombres. Outre le catfishing, l'Angleterre ne fut pas tendre avec Casanova, et il dilapida rapidement le peu de fonds qu'il avait amassé en vendant les affaires de son mécène. De plus, il vieillissait, et tout comme son ancien mentor l'avait dit, il commençait à payer le prix de son mode de vie scandaleux. Il souffrait de Dieu sait combien de maladies vénériennes, et elle commençait à ravager sa silhouette autrefois fringante. Mais même cela ne put ralentir Casanova. Il s'aventura de pays en pays, essayant de vendre son plan de loterie aux gens, mais il n'était plus l'homme beau et charismatique qu'il avait été. Partout où il allait, les gens finirent par le chasser de la ville, que ce soit après un duel presque fatal à Varsovie ou une tentative d'assassinat ratée en Espagne. Puis, enfin, le moment qu'il attendait arriva, il reçut la nouvelle que son casier avait été effacé et qu'il pouvait retourner à Venise. Après 18 ans d'exil, Casanova rentrait chez lui. Au début, Casanova savoura ce qui semblait être un retour triomphal à Venise. Il passa des années à écrire sur ses escapades et devint une célébrité locale. Même les inquisiteurs lui demandèrent de les régaler du récit de la façon dont il s'était échappé de leur prison. Mais Casanova réalisa vite que quelque chose avait changé à Venise. Ce n'était plus le même foyer de péché qu'il avait laissé toutes ces années auparavant. Peu après son retour à Venise, Casanova apprit le décès de sa mère. Il n'avait jamais été proche, mais cette perte l'affecta néanmoins. Cependant, la pire tragédie allait bientôt suivre. Bettina Gazi, la femme qu'il avait initiée au plaisir charnel toutes ces décennies auparavant, n'était plus de ce monde. Casanova se précipita à son chevet, où elle finit par mourir dans ses bras. Dans la vingtaine, Casanova illuminait n'importe quelle pièce où il entrait. À 49 ans, ce jeune homme jovial avait disparu. Des cicatrices de petites vérolles et des joues creuses marquaient le visage autrefois beau. Les maladies vénériennes le laissaient faible comme un chaton. Il n'avait plus d'argent pour le jeu et ne pouvait plus charmer son chemin dans les soirées glamour. Il devint irritable et étrange.
Un ami le décrivit comme ayant un air féroce. Casanova passa ses dernières années en Bohême, aujourd'hui la République tchèque, dans le château d'un autre mécène. Cependant, il s'y sentait aussi misérable qu'à Venise. Son nouveau mécène était encore plus étrange que lui, refusant souvent de lui parler pendant des jours entiers. Les habitants ne supportaient pas non plus cet Italien grotesque et paranoïaque qui avait envahi leur château. Cependant, aussi misérable qu'il fût, il n'avait nulle part où aller. Par miracle, Casanova atteignit l'âge de 73 ans. Les jours tumultueux de sa jeunesse étaient loin derrière lui, et il était tombé dans l'oubli public. Il mourut dans une telle obscurité que nous ne savons toujours pas où se trouve sa tombe. Tout ce qui restait de sa jeunesse scandaleuse, ce sont ses mémoires et les cœurs qu'il brisa en chemin. Le sexe n'était pas seulement une passion pour Casanova, c'était un sport à part entière. Coucher avec quelqu'un ne lui suffisait pas, il avait besoin de drame. Comme une version du XVIIIe siècle du Netflix and Chill, il perfectionna une formule pour sa liaison idéale. Acte 1, trouver une belle femme avec un amant jaloux. Acte 2, jouer le héros, la sauver de la brute et la séduire. Acte 3, s'ennuyer d'elle et la caser avec un autre homme, peut-être même celui avec qui elle était au départ. Acte 4, quitter la ville et recommencer ailleurs. Dans ses écrits, Casanova dépeint toujours ses amantes comme consentantes, mais la vérité est presque certainement bien plus sombre. Pour commencer, il ciblait presque exclusivement les jeunes femmes insécurisées et émotionnellement vulnérables, leur disant tout ce qu'elles voulaient entendre si cela signifiait qu'elles coucheraient avec lui. Lui et un groupe d'hommes ont aussi certainement agressé une femme lors d'un carnaval, bien que Casanova ait eu l'arrogance pure de proclamer que leur victime était consentante. Alors que de nombreuses histoires à son sujet dépeignent ses relations comme consensuelles et romantiques, la vérité est bien plus dérangeante. À Saint-Pétersbourg, à 40 ans, il acheta une fille de 12 ans comme esclave. 10 ans plus tard, il agressa la fille d'une de ses anciennes amantes. Aujourd'hui, Casanova peut évoquer un grand amoureux des femmes, mais l'homme réel, malgré tout son charme et sa bravade, était un prédateur, tout simplement. Sans surprise, Casanova engendra trop d'enfants illégitimes pour les compter. Cela devint dangereux en 1761, lorsqu'il affirme qu'il faillit prendre une femme nommée Léonilda comme maîtresse. Juste avant de l'emmener dans sa chambre, il découvrit qu'elle était en fait sa fille et renonça à l'affaire. Mais le pire n'était pas terminé. Des années plus tard, Casanova leur rendit à nouveau visite. La mère de Léonilda révéla que leur fils était marié, mais que son mari ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est alors qu'elle fit une demande choquante, elle supplia Casanova d'enceinte sa propre fille. Et il le fit réellement. C'est exact, si l'on en croit ses écrits, Casanova est le père de son propre petit-fils. Si vous avez apprécié ces histoires, n'oubliez pas de nous montrer votre amour en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à notre chaîne. Restez connectés, car nous reviendrons bientôt avec d'autres récits incroyables. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine.